Je crois que nous sommes donc prêts à commencer. Je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand Bombardier. Au nom de mes collègues de l'Esplanade et de la Fondation, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième conversation officielle de la série Possible. D'abord, nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue, le Canada, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. La série Possible est née d'une conversation que nous avons eue avec nos collaborateurs de l'Esplanade il y a maintenant plus de 2 ans déjà. On trouvait alors intéressant d'ouvrir la conversation sur l'innovation sociale pour entendre des points de vue d'ailleurs, puis des exemples d'ailleurs. C'est ainsi qu'est née cette série de conversations abordant l'innovation sociale sous 4 angles différents. En 2019 et en 2020, on a abordé les thèmes de la technologie et aussi de la philanthropie en lien avec les villes. Avec la pandémie, notre série s'est brièvement interrompue pour permettre une transition vers le mode virtuel, mais on en a profité en septembre pour insérer un échange additionnel sur le thème de l'équilibre. Aujourd'hui, on est de retour pour jaser innovation sociale et économie, notre troisième thème. Et plus précisément, la question du rôle social de l'entreprise et plus largement du secteur des affaires, de sa capacité et de sa légitimité à définir un monde meilleur et à intervenir dans la résolution d'enjeux sociaux. Pour ceux qui sont curieux, le quatrième thème, c'est les arts et la culture que l'on devrait aborder au printemps ou à l'été. We are very happy to see that many of you responded to our invitation and must say that we are also proud to say that we welcome people from various sectors and regions, even the Arctic. So this is definitely a first and welcome to you all. Avant de céder la parole à mon collègue Luc, directeur général de l'Esplanade, je tiens à remercier nos partenaires dans ce projet. En effet, la série Possible est présentée par Bombardier en collaboration avec Espace pour la vie et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Merci beaucoup à vous de nous accompagner dans ces échanges. Sans plus tarder, Luc. Oui, bonjour, merci Aude. Good morning, good afternoon. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de me joindre à Aude pour ces mots de bienvenue. Écoutez, si aujourd'hui l'Esplanade est reconnue comme le plus important accélérateur d'entreprises à vocation sociale et environnementale, à fort impact social et environnemental, puis aussi comme désormais, je dirais, comme un grand acteur de changement de système au Québec, c'est grâce à des partenaires historiques comme la Fondation J. Armand Bombardier. On a une collaboration qui est fondée sur la volonté conjointe d'aider les communautés par l'innovation sociale et l'entrepreneuriat à impact social. C'est pour cette raison que la Fondation et l'Esplanade ont voulu cette série ensemble pour provoquer le débat autour de l'innovation sociale sur des thématiques majeures, comme Aude l'a mentionné tantôt. Donc, on est vraiment très fiers de notre panel aujourd'hui, justement pour parler, entre autres choses, du rôle social des entreprises. Nos panélistes seront présentés dans quelques minutes, mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter notre animatrice d'aujourd'hui. Alors, c'est un immense honneur pour moi de vous présenter Déborah Cherenfant, qui s'est jointe au groupe TD en 2020 à titre de directrice régionale Femmes entrepreneurs Région du Québec. Depuis son arrivée au Québec en 2005, Déborah multiplie ses engagements en développement économique et leadership féminin. Elle s'implique principalement aujourd'hui à titre d'administratrice de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Bonjour Startup Montréal, la Fondation Canopé active en Haïti, Humanovis en innovation sociale et présidente sortante de la compagnie F, Entrepreneurship pour femmes. En 2018, elle est nommée par le Conseil des ministres au Conseil du statut de la femme du Québec. Diplômée en économie internationale et en entrepreneuriat, Déborah a mis à profit ses compétences stratégiques au cours de la dernière décennie en service conseil, en démarrage et en financement d'entreprises, ainsi qu'en développement de programmes en entrepreneuriat. Elle a aussi créé des entreprises comme le média web Model, Atelier coloré, studio de création mode et design, Marché coloré, concept store éphémère et fondé BIAS, think tank culturel et artistique faisant rayonner la diversité.
Alors, Déborah Chérenfant est aujourd'hui présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, la plus grande au monde, chroniqueuse aussi à la société, chroniqueuse société à tout un matin sur Ici Première et blogueuse économique sur les affaires. Alors, c'est avec un immense plaisir donc que je vous invite à saluer Déborah. Déborah, la parole est à toi. Merci beaucoup, Luc. Merci pour la lecture complète de tout ceci. Ça me faisait sourire quand tu nommais les différents projets. Bref, très contente de me joindre à vous. Très contente que vous soyez là ce midi. En fait, au-delà d'une centaine de personnes, c'est vraiment très excitant. Pour un sujet aussi important, une thématique aussi importante en fait que celle que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités que j'aurai le plaisir d'avoir avec moi autour de cet écran. Je ne les présenterai pas malheureusement dans leur bio complète parce qu'elle a été fournie avec l'invitation. Donc, si jamais vous voulez vous référer à leur parcours complet, je vous inviterai peut-être à regarder en détail l'invitation que vous avez reçue. Par contre, bien évidemment, je vais les présenter et surtout expliquer pourquoi ils ont été choisis pour échanger sur ce sujet important aujourd'hui. Donc, on a deux invités, comme je le mentionnais, une invitée internationale qu'on a la chance de rejoindre à l'international via la grande technologie Zoom. Donc, Marie-Lou Dupont, qui est gestionnaire principale sur le travail décent et le développement durable au sein du Pacte mondial des Nations unies. Marie-Lou, bonjour. Bon midi, surtout. Oui, bonjour. Bonjour de New York. Oui, effectivement. Et il fait quelle température à New York en ce moment? Comment ça se passe? Il fait soleil. J'ai d'ailleurs les rayons de soleil directement dans le visage. Mais non, il fait soleil. Il fait un peu froid, mais enfin, on a des nouveaux standards quant au, quant au froid maintenant. Effectivement, c'est ça que j'allais dire. En froid, on pourrait repartir la conversation là-dessus. Merci d'être avec nous, Marie-Lou, puis bien hâte d'échanger avec vous sur les prochaines thématiques. Et notre invité canadien, qui est Jeffrey Cyr, qui est associé chez Raven Capital Indigenous Partners, qui est une entreprise d'impact social autochtone dont l'objectif est de faciliter le flux de capitaux grâce à des investissements d'impact et de soutenir la revitalisation continue de l'économie autochtone au Canada. Jeffrey, hi. Thank you for being here. Yes, thank you. And I appreciate the invite. And I'm coming to you from Algonquin territory here in Ottawa. It's equally as cold, but you know, there's hot air on the other part of Ottawa, so we're all good. We're all good. Donc, ceci complète les deux phrases que je dirais en anglais au cours de cette conversation, puisque pour faciliter le tout et surtout nous assurer qu'on occupe assez Christine Lewis, qui est notre interprète de la journée, je vais poursuivre l'intégralité de ce panel en français, à la fois à Marie-Lou et aussi à Jeffrey. Et je pense que Rosalie vous a expliqué au début aussi, Aude, pardon, par Rosalie, les options que nous avons au niveau de la traduction et de l'interprétation pendant cette conversation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais peut-être rentrer. J'ai cité vos titres, chers panélistes, un peu votre rôle, surtout Marie-Lou, au sein du Pacte mondial des Nations unies. Il y a un élément dans votre titre qui m'interpelle chaque fois que je le lis, c'est au niveau du travail décent. J'aimerais vous demander, peut-être, Marie-Lou, de nous expliquer un peu comment on arrive à ce rôle. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a un peu créé le chemin pour arriver à cette position que vous occupez aujourd'hui? Et peut-être nous expliquer le travail décent, à quoi ça fait référence. Avec plaisir. Alors, c'est toujours intéressant d'entendre un peu plus sur le parcours des gens. Les gens qui, généralement, mes collègues, ceux qui ont atterri dans le monde international ou des organisations internationales ont souvent des parcours très éclectiques qui enfin, n'annonçaient pas nécessairement une carrière internationale. Mais moi, de mon côté, enfin, c'est un peu la même chose. J'ai commencé ma carrière à Montréal, où je travaillais dans le domaine autochtone, en fait. Donc, j'étais avocate. J'ai commencé ma carrière comme avocate en droit autochtone pour les communautés autochtones. Et ensuite, voilà, avec mon mari, avec ma famille, on a eu l'opportunité
d'aller à Paris, où j'ai vécu pendant quelques années. J'ai joint l'équipe de l'investissement international à l'OCDE, qui est aussi une organisation internationale sur le développement économique basée à Paris, où j'ai travaillé plus précisément sur les principes liés à la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, ça a été mon inauguration dans le monde des grands standards et des grands principes qui guident les entreprises dans leur approche face à l'environnement et à la société. Et suite à cette expérience, nous avons eu une autre opportunité de retraverser l'océan. Et nous voilà donc à New York, où je suis maintenant au Pacte mondial des Nations Unies, donc depuis 2 ans et demi maintenant. Donc voilà pour mon histoire. Bref. Le parcours, on comprend en fait l'appel de l'international beaucoup et qui, je pense, va nous permettre de faire des connexions un petit peu plus locales au cours de notre conversation. Jeffrey, pour vous, qu'est-ce qui dans votre parcours a fait en sorte qu'aujourd'hui vous vous retrouvez associé au sein d'une firme de capital de risque avec un impact social, mais surtout avec une intention de soutenir les communautés autochtones? Qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours, guidé à occuper ce rôle-là aujourd'hui? Wow, what brought me there? Certainly was not a straight line, is the first thing that I would say about it. I think that goes for most people. And I should, follow my tradition and introduce myself as my traditional name is Kinu Kinu Inene. It means Eagle Man leading. I'm from a small Métis community south of the Assiniboine and Red Rivers in Manitoba, which is the buffalo hunt staging ground. My father is Brian, my mother is Vivian Sear, and they're traditionally, we would introduce our parents and where we come from, give you a sense of who I am, and a father of 5, and honored to be a husband to my wife, Nicole. So how did I get into this, I think is the question, and how did I get to this space? I worked for a lot of years as a negotiator on land claims and Indigenous rights. I worked for both Métis and First Nations organizations at a provincial, regional level. And then I did a term with the federal government inside Privy Council, PMO, and other departments, really working on Indigenous rights, really working in that space. And then I I transitioned into a leadership role with probably the largest Indigenous urban serving organizations called Friendship Centers. So I was the CEO of the National Association of Indigenous Friendship Centers. And here's really where I would say the inflection point event was for me, where I was looking and running very large amounts of government funding through the Friendship Centers to high needs communities, to our communities, and really looking at how ineffectual it was to do business that way. And so I was inspired, I guess, to do some work in the social innovation space and really unpack it for our people, really excluded from it, but still doing social innovation. But social innovation itself is fairly elitist at the time. It's a small cadre in Canada, a small cadre globally, really, who have access to both the resources and the space. And it led us and then my then 2 business partners to kind of say, what can we do? What's missing and what can we do to improve the lives of our communities and really change the Indigenous economy? And so you turn immediately to entrepreneurship. You look at the missing gap of capital and flexible capital. And I've always been a systems thinker. So I look at the systems of what are around it. And as a result, and we'll unpack this a bit today, I think, started to look at how can I change systems in a sort of slow and methodical way for the betterment of our people. And, lastly, I would comment on this is it never left my mind what our elders had said to us. And it's essentially, we're all in relationship to one another and we're in relationship to the earth. So, if you need to act good for things, you need to consider we're all in relationship and look at a really systemic approach to things. So I'm not sure at the end of the day I answered your question, but we're going to get there throughout this webcast here.
Non seulement vous avez répondu à la question, Jeffrey, mais vous avez surtout mis la table pour nos échanges d'une excellente façon, je pense, et aussi, je veux dire, interpeller certaines questions supplémentaires que j'aurai pour vous et je pense qu'on aura le temps d'en parler parce que ce que je vois de commun aussi, au-delà de l'innovation sociale, au-delà de la question de l'impact, c'est autour de la question autochtone qui vous lie un peu, si je peux me permettre, parce que Marie-Lou nous a partagé avoir été avocate en la matière. Donc, je suis persuadée qu'on aura peut-être quelques échanges là-dessus si les participants sont également curieux, aussi curieux que moi, à en savoir un peu plus. Donc, merci pour ces présentations-là qui sont un petit peu moins, je vous dirais, moins conventionnelles, donc de vous permettre de vous présenter dans vos termes. Je vais aussi mettre la table pour cette conversation avec une autre question parce qu'on a plusieurs personnes qui se sont joints à nous ce midi avec de différentes industries, avec différents profils. Je n'en doute pas une seconde. Je voudrais aussi qu'on parle de la base, qu'on décrive un peu c'est quoi l'impact, c'est quoi même l'innovation sociale. Marie-Lou, je vais peut-être vous laisser vous prononcer là-dessus. C'est quoi votre définition de l'impact et de l'innovation sociale? Parce que c'est la question qui nous interpelle aujourd'hui et nous concerne surtout tous et toutes. Alors peut-être sur la première partie de la question, sur l'impact, j'aimerais me pencher sur cette première partie en premier. Peut-être en commençant par vous dire quelques mots sur ce que le Pacte mondial est en fait. Donc ça donne déjà une idée de l'approche que nous avons, le Pacte mondial, et qui décrit assez bien les attentes en matière de responsabilité sociale des entreprises. Donc, le Pacte mondial est une initiative de l'ONU qui a été lancée par Kofi Annan, ancien secrétaire général qui, j'en suis certaine, résonne dans les oreilles de plusieurs. Une initiative pour mettre un visage humain sur le développement économique. Donc, l'objectif, c'était justement de rapprocher les partenaires dans un objectif commun. Tous les partenaires gouvernementaux, de la société civile, du secteur privé, dans une approche commune face aux opportunités et aux défis de la société et de l'environnement forcément. Donc, très tôt, c'était donc l'idée de rapprocher les entreprises de l'objectif des Nations unies, d'améliorer la vie des gens. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une approche, bon voilà, en anglais, on l'appelle la principle-based approach, donc avoir une approche basée sur les principes dans la pratique des affaires. Donc, pour moi, cette idée d'impact, elle est vraiment liée au cœur de la mission d'entreprise. La façon dont les entreprises conduisent leurs affaires au quotidien, et donc la place des droits de l'homme, des droits du travail, de l'implication de l'engagement social au cœur même de la stratégie principale de l'entreprise et de sa mission. Donc, ça passe forcément par une redéfinition de ce qu'est l'entreprise et pas nécessairement en termes de, par exemple, ce que pourrait être une entreprise sociale, parce que, bon, une entreprise sociale, c'est une entreprise dont le but premier est de faire disons, bien social. Non, moi, je pense à toute forme d'entreprise, enfin, les entreprises manufacturières, de l'automobile, je suis désolée, je travaille 100% en anglais. Je n'ai que des expressions en anglais. Ça me prend quelques minutes. Oil and gas, désolée, ça ne vient vraiment pas du tout. Et donc, vraiment, même pour des entreprises pour qui ce serait moins, disons, inné, cette idée de s'impliquer dans la société ou dans l'environnement, ou à tout le moins d'aligner leurs actions ou leurs pratiques d'entreprise avec des principes sociétaux ou environnementaux. Cela dit, c'est vraiment là le cœur de ce qu'on entend par une entreprise responsable, qui est, disons, une définition qui s'éloigne de, par exemple, la philanthropie, où là, l'entreprise pourrait tout simplement faire ce qu'elle veut dans son coin, donner un montant d'argent pour construire une école, pour construire une route. Cela dit, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important aussi de donner à la société, mais la responsabilité, elle est bien au-delà de la philanthropie. Encore une fois, c'est le cœur de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Merci, Marie-Lou, pour ces précisions-là et surtout les connexions avec, que ce soit la philanthropie, le rôle de l'entreprise, cette responsabilité un peu de l'entreprise. Jeffrey, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi, votre définition de l'impact et ce qu'est l'innovation sociale pour vous aujourd'hui. Comme ça va permettre peut-être à tout le monde de peut-être de se rallier à votre vision ou pas du tout, mais c'est correct aussi. Sure. I mean, maybe we're talking about somewhat different concept. You start talking about social impact, social innovation, impact investing. They're all slight modifications and different concepts that operate together. I mean, I agree, with Mary Lou's definition that we're talking. I'll leave out philanthropy because it seems that's a whole different discussion to me for a minute, and talk about the corporate sector and the finance sector in particular, which is where I come from, the perch that I look at these things from now. And essentially for us, it's when we at Raven start thinking about the work that we're doing, including investing money and helping businesses grow in the way that they want to grow. And we can talk about decolonization and things like that after if you want. So we use we try to go to plain language because we find it helpful for the people that we work with. And that is we want to see a direct line between the businesses that we invest in, the work they do, and the upliftment of the community. Now, if we look at this and we break that down, that's really about business and capital operating for social good. And for me, that, it comes a lot, we use this word a lot in our work, about intentionality. What's the corporate intentionality and what's the business intentionality? And into that you can weave social enterprises, which are intentional from the beginning, and you can weave in social innovation, which is really, creative problem solving for complex problems. That's what social innovation really gets to. And it's our view that people closest to the problems are the best to solve those problems. That's where you see most really innovative social innovation work come from. And, to be honest, I think there's two things that operate in the background to this. And one of them is, most of our economic modeling and the economics in modern society are based on stuff that was created 400 to 500 years ago. The corporate structures were, and they were created largely, in my perspective, from a colonial framing. So that means that a lot of the way that corporations and businesses operate, especially the larger ones, not so much the smaller, newer ones, is very much within that vein. And, we can get to this towards the end. I'm kind of preempting myself, but to say that you can also modify those. The economies are what we create them to be. They're not a separate entity from humanity. You create the economies that you want, is my opinion. So if I was to, I know this is a roundabout answer, but take a indigenous epistemological lens, I don't know how that translates into French, by the way, on this, then, we would look at creating businesses that operate from a different mindset at the start. And it really comes down to intentionality and the social good. I'll just use simpler terms like social good that they want to or intend to create. So that's how we think about social impact. And it trickles into impact investing as well. What really is that in the space? So. And I think philanthropic organizations and foundations have a different role. Tout à fait. Jeffrey, un des éléments que vous mentionnez par rapport à, je vais faire une traduction littérale, l'intention, parler d'intentionality, et j'ai envie de vous entendre réagir peut-être par rapport à la notion du devoir de l'entreprise, parce que ce que je comprends, c'est que dans l'intention, c'est peut-être différent du devoir, c'est aussi différent de la responsabilité de l'entreprise, peut-être également. Comment vous voyez ce rôle-là en matière de devoir de l'entreprise de non seulement représenter les communautés qu'elle dessert, mais surtout d'amener des changements pour ces communautés-là? Et par rapport à cette approche, vous avez mentionné dans votre introduction le rapport systémique, à quel point c'est important pour vous cette perspective-là, une perspective que vous avez eue pendant toute votre carrière.
comment vous associez le tout et vous assurez qu'au sein de Raven Capital aujourd'hui, vous maintenez cette posture d'intentionality, pour utiliser votre mot, parce que je pense bien qu'intention devrait être une bonne traduction, mais je ne suis pas certaine. Mais je vous laisse réagir, Jeffrey, après la traduction de Christine. I think the better I'm sorry, I'll pause slightly. The better word is intentionality, in my opinion. And I apologize, my French is not good enough to help out in this case. So, and duty is a tough word, I think, to describe that. We tend to think about it as responsibility as opposed to duty. So what is our responsibility, you know, both as human beings and then as sort of corporate, social, financial actors in the space, and the responsibilities of businesses. So first of all, is there a duty or responsibility for corporations? I'll use the word corporations, maybe enterprises is a better way to think about it. I don't know. Yes, personally, and I think that derives from what's the sort of society that you want to live in, and how do you go about creating that, both, you know, and how you access your supply chain if you're making a product or a service, you know, how you interact in hiring and how you interact in your community. What do you do on a CSR or corporate social responsibility level in your community? And so to answer your question shortly, yes, there's a duty. The second part about that is a tricky one about the stage of business growth. So it's different if you're talking about a 3M than you are talking about your local dépanneur or something. What is there? So they still have it, but it operates differently. And I think we need to manage our own expectations about what happens in that space and try to make it easier for the smaller business to operate that way. But one of the things I think is the great failing of classic capitalism, and still exists in Canadian and other societies, is that a lot of businesses have a hard time thinking beyond the immediate. I can think about my next business cycle. I can think 4 quarters away. I can plan. They can do it very well with R&D, with research and development, but they can't think about what are my societal impacts generations down the road, how we think and act over time. So one of the things we're doing at Raven, and we didn't just brilliantly create all this stuff. It's been around for years, and we're just purposing it inside of our investment thesis and how we work is we take a 7-generation approach to our investments. You might have heard it in the Indigenous context about 7 generations. And we are starting to do our due diligence and analyze businesses that we want to be, because we end up being part owners of these businesses. And we are always minority owners. We will never take a majority stake in these businesses. Is the idea of how do you look 4 to 5 generations ahead about the impact you're having now and what that's going to do then. And so I know this is talking about duty, and I just want to bring it back to a concrete example. If we're investing in a business now, if we start thinking not about growth and exiting the business in 2 years, but what's going to happen with this business in 25 or 30 years? And what are the impact of the things it's doing now? I think we might have a bigger impact on things like climate change if we started getting out of the now and into the then. It's a really hard thing for human beings to do. And it's something you need to work at hard. And we're on a journey as opposed to a destination. We're figuring it out as we go, because we're trying to do capitalism differently. It's a struggle. I mean, it's a creative, destructive kind of mode. But is there a duty? Yes. Is there a responsibility? More so. I hope that takes us part of the way down the answer. Mary Lou's going to nail it now. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jeffrey. Et effectivement, je pense que plus que de nous amener des éléments de réponse par rapport à la question, mais ça nous permet de nous projeter dans 20, 25 ans et dans nos décisions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme vous le dites, c'est un devoir individuel, c'est un devoir aussi collectif, corporatif, mais c'est important aussi de voir jusqu'à quel point on a les moyens de nos ambitions. Marie-Lou, j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus par rapport aux enjeux de légitimité, d'éthique, par rapport à cette responsabilité-là, justement, parce que de par votre profil d'avocate, je suis persuadée que vous pouvez nous aiguiller un petit peu plus à ce niveau-là.
Oui, je pense que j'ai juste à en fait bâtir sur ce que, sur ce que Jeff a déjà dit. Donc, il a déjà posé les bases de la responsabilité ou du devoir. Pour moi, ça ne fait pas une énorme, enfin non, juridiquement, ça ne fait pas une énorme différence. Le devoir, la responsabilité, bon, la responsabilité légale, elle a une définition particulière, mais le point, c'est qu'il y a effectivement une responsabilité ou un devoir des entreprises de respecter les droits de l'homme, les droits des travailleurs, les droits liés à l'environnement, à la gouvernance. Donc, il y a vraiment effectivement un cadre législatif ou un cadre normatif international qui se traduit en cadre législatif dans plusieurs contextes nationaux, forcément. Donc, peut-être deux choses dont je peux vous entretenir. Sur ce cadre normatif lié à la responsabilité des entreprises. Le premier, ce sont les objectifs de développement durable. Donc, je ne sais pas si ça vous interpelle, si vous savez ce dont je parle quand je dis les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable font partie de cette idée d'un cadre normatif à l'échelle planétaire, une initiative, voilà, encore une fois, de l'ONU. 17 objectifs qui s'adressent principalement au gouvernement dans leur contenu, qui touchent à la fois l'environnement, à la fois les questions sociales, mais enfin, dont l'objectif principal est, encore une fois, d'éliminer la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie à l'échelle planétaire, de protéger la planète. Ce sont des objectifs donc avec des targets bien précis dans chacun des objectifs. Moi, personnellement, donc, dans le cadre de mon travail au Pacte mondial, je m'attarde plus précisément à l'objectif 8. Donc, je sais, Déborah, tu m'as posé une question sur le travail décent dont je n'ai pas répondu, mais l'objectif 8 des objectifs de développement durable touche ou se focus sur le travail décent. Et je m'intéresse aussi également beaucoup dans le cadre de mon travail à l'objectif 1, qui est l'élimination de la pauvreté, qui sont forcément des enjeux qui sont très liés. Mais on a les objectifs sur la question des genres, par exemple, sur la question de la discrimination. Il n'y a pas d'objectif précisément sur les droits de l'homme ou, par exemple, sur les droits des Autochtones, qui sont des droits de l'homme également. Mais tous les objectifs sont bâtis sur cette idée, et Jeff en a parlé un petit peu, de la diligence raisonnable. Et donc, plus précisément, la diligence dont je réfère, à laquelle je réfère, la diligence raisonnable en matière des droits de l'homme, qui est intrinsèque dans chacun de ces objectifs. J'ai dit que c'était pour les plus précisément sur les devoirs des gouvernements, mais c'est impossible de réaliser ces objectifs si toutes les parties prenantes ne s'engagent pas autour de ces objectifs. Donc, à la base, pour les gouvernements, très rapidement, toutes les parties prenantes de la société se sont complètement mobilisées autour de ces objectifs de développement durable, y compris le secteur privé. Et la plupart de ces cibles, forcément, nécessitent une collaboration de toutes les parties et donc incluant des entreprises. Peut-être rapidement sur le travail décent, puisque c'était une des questions qui m'était posée. Donc, le travail décent, globalement, c'est finalement les conditions de travail, à la fois les droits du travail, mais aussi les conditions de travail. Ça inclut le salaire décent, ça inclut l'égalité des genres, la non-discrimination. Ça inclut également le droit de donner son opinion sur ces conditions de travail, donc le dialogue social, par exemple, le droit d'avoir des représentants représentants des travailleurs. Ça inclut aussi le droit de grandir dans son milieu de travail, d'avoir accès à de la formation, d'avoir accès à des promotions. Donc, finalement, c'est tous les aspects qui touchent aux aspirations d'un individu dans son milieu de travail. Donc, à la fois le bien-être, mais aussi purement les droits du travail. Okay. Donc, voilà la définition du travail décent. Juste une petite aparté. L'autre chose dont je voudrais parler également, c'est les principes directeurs de des entreprises en matière des droits de l'homme.
qui sont également à la base d'une approche de diligence raisonnable pour les entreprises et qui sont très, très claires, qui ont été adoptées à l'unanimité par tous les pays. Alors, ça n'arrive jamais, mais là, c'est arrivé par tous les pays qui sont membres de l'ONU. Donc, vraiment un alignement sans précédent sur cette question de la responsabilité en matière des droits de l'homme. Et ces principes directeurs s'adressent à la fois au gouvernement et à la fois aux entreprises. Et l'idée la plus importante, une des idées les plus importantes, c'est que les entreprises ont une responsabilité indépendante de celle des gouvernements de respecter les droits de l'homme. Donc, il n'est pas possible de se, je ne voudrais pas dire cacher, parce que c'est un peu sous-entendre que les entreprises ont nécessairement une idée malicieuse, mais on ne peut pas se donner comme excuse que les gouvernements n'ont pas un cadre législatif suffisant pour ne pas respecter les droits de l'homme. Mm-hmm. Donc elles ne peuvent pas se soustraire à ces objectifs-là non plus, ni remettre la responsabilité au gouvernement uniquement. Exactement. Je ne pourrais pas vous avoir ici aujourd'hui sans vous poser des questions autour de la pandémie. Par rapport aux objectifs que vous mentionnez, Marie-Lou, sur ces 17 objectifs des Nations Unies, je pense ne pas me tromper en disant que la majorité des personnes qui nous écoutent aujourd'hui en ont pris connaissance à un moment donné ou à un autre. Est-ce que la pandémie a fait naître le besoin d'avoir des nouveaux objectifs, à changer certains des objectifs très rapidement parce que le temps file? Et on pourrait vous entendre encore très longtemps à chacun de vous, mais je veux m'assurer de couvrir un maximum de questions avec vous. Donc, Marie-Lou, est-ce que cette pandémie a révélé de nouveaux enjeux ou une nécessité de mettre à jour ces objectifs peut-être? Je ne peux pas dire non à cette question, forcément. Oui, absolument. Disons que, voilà, ce que la pandémie a mis en lumière, c'est que les chaînes de valeur, et Jeff l'a mentionné avant, disons les multinationales et le principe sur lesquels ont été bâties les multinationales est un modèle brisé, est un modèle sur lequel une majorité ont peu de droits et une minorité détiennent le pouvoir. Et donc, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement ont été bâties sur ce principe et fonctionnent sur la base d'une masse de travailleurs qui ont des conditions de travail indécentes, avec des salaires très, très bas, de manière à ce que les entreprises qui fonctionnent, disons, dans notre région, Europe, Amérique du Nord, puissent faire un maximum de profit. Bon, après, c'est très généralisé comme principe parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont des multinationales qui existent depuis un grand nombre d'années, qui se sont réinventées et qui se révisent au quotidien. Mais je pense que la pandémie, elle a mis en lumière le fait que les chaînes d'approvisionnement sont brisées et que le manque de respect ou enfin ce manque d'équilibre entre les pays, entre le type de travailleurs, fragilise les chaînes de valeur. Et donc, je pense que ça a mis en lumière, par exemple, le besoin de protection sociale forte. Et enfin là, forcément, la pandémie a un aspect sanitaire, mais les pays qui n'ont pas de système de protection sociale, par exemple, soit public ou accessible, et enfin, je vis dans un pays où il n'y en a pas, ont été particulièrement touchés économiquement par la pandémie, par exemple. Et donc, ça a mis en lumière cette question. La question des salaires bas, la question du déséquilibre des gens, enfin, tous les secteurs, par exemple, où les mères ou les femmes sont prédominantes, la pandémie a été particulièrement cruelle et ça a fragilisé des secteurs entiers. Je pense par exemple au secteur textile, à la fois pour la question des gens et à la fois pour la question des salaires. Donc, il y avait une extrême fragilisation qui a forcément affecté les grandes multinationales et ça devient finalement un business case parce que ce qui se passe, voilà, dans un cadre d'une grande multinationale, ce qui se passe, on est tous interreliés finalement. Donc, complètement. Et enfin, toutes les discussions maintenant sur l'avenir des entreprises, sur le développement durable, sur l'atteinte des objectifs de développement durable, forcément, maintenant, elles passent par
il y a toujours des phrases qui reviennent qui disent il faut bâtir la résilience des chaînes d'approvisionnement et cette résilience se fait par le renforcement ou l'amélioration des conditions, le renforcement des capacités et le soutien, par exemple, aux petites entreprises. Enfin, il y a vraiment cette idée que ceux qui étaient marginalisés doivent être... on doit redonner le pouvoir à ceux qui sont marginalisés pour rebâtir le principe des chaînes d'approvisionnement et pour éviter qu'elles soient aussi fragilisées, enfin, les renforcer pour l'avenir. Par rapport à ces communautés marginalisées, j'aimerais peut-être revenir à vous étant donné que vous travaillez au sein de Raven Capital, vous avez mentionné un petit peu votre vision et surtout l'intentionnalité. Merci, Aude, pour cette suggestion derrière vos gestes. Aussi, question par rapport à la situation pandémique. Concrètement, comment est-ce que l'entrepreneuriat peut permettre à certaines communautés marginalisées, donc, d'exercer un plus grand contrôle sur leur développement économique et social? Donc, comment est-ce que cette pandémie a fait un peu naître encore plus de besoins pour ces communautés-là de se prendre en charge, mais surtout d'être soutenues par ce système dont on parlait un petit peu en introduction? Yeah. Okay. And I'll try to be crisp with my comments as time flies by. So the pandemic showed it really widened existing fault lines in society. It widened the wealth gap, it widened the access to healthcare gap, and it most, to our great shame in Canada, told us about how we treat the elders in our society and some of the things we really need to redo. It's really a great shame. It's not a pretty picture. And it showed me personally where economies driven on consumerism have a thoughtless drive that's creating bigger faults. And we found through the pandemic, there's lots of things we don't need. Just to Mary Lou's point, the most marginalized in our society are the ones we seem to lean on during this pandemic: grocery store workers, and just those making low wages, those in that category. And they also had the worst protections, like paid sick leave and things that we find ridiculous at this day and age. That being said, your questions about entrepreneurship and entrepreneurial businesses at a community level. I think the answer to the question of resiliency really falls in the small to medium business size category. These businesses are deeply embedded in community and create a whole bunch of relationality in their communities, both by whom they hire and how they give back and the way they're anchored in and the way they become entrepreneurs become leaders in communities. And the entrepreneurs who are super successful actually spur other entrepreneurship at the community level. We see this all the time, and what we've seen, and positively in this context is, really with Black Lives Matter, the Indigenous rights and truth and reconciliation movement, stuff happening in the Latinx space, and sort of whatever that weird thing going on in the United States, happened during the inauguration, shows us that you need good moral-based entrepreneurs and people at that level working in communities. But for a positive level, I've seen capital get super interested in Black-led, Latinx-led, Indigenous-led funds and businesses and start to drive towards that, like concretely drive money towards it. Now, we always are careful of the brown, black, green washing that goes on with large investment funds. And I would say people should be very careful of it. But there's definitely an interest to build at a community level. And, but it's how they hire and how they spend and how they source. And the more that it's done at the local community level, the more resilient that chain is along the way. Big multinational corporations, I think we've seen a little bit of the fragility of the multinational and the globalized ecosystem. So I'll keep the answer short just to have more questions. Merci beaucoup, Jeffrey. Effectivement, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes pour terminer cette partie panel, entrevue, pour vous donner l'opportunité de poser vos questions. Parlant de l'entrepreneuriat, Jeffrey, je vais vous regarder quelques instants encore. Un peu pour cette notion-là, vous avez mentionné un élément en vous présentant qui m'a fait réagir à quel point l'innovation sociale, historiquement, a peut-être été un petit peu élitiste.
Et on a peut-être tendance à penser à l'entrepreneuriat de cette façon aussi de façon très monolithique. Donc, c'est une façon de faire de l'argent, d'arriver à s'accaparer de certaines ressources, de se réaliser personnellement, individuellement. Est-ce qu'il y a un autre concept, Jeffrey, ou une pratique autre que l'entrepreneuriat qui pourrait se démarquer et qui pourrait être plus porteuse d'avenir collectif pour nous, pour vous? I don't know if there's a different concept. I mean, we talk about social enterprises, and we are quite content with people making profit from that. We don't think that that's a bad thing when it has this sort of intentionality of doing social good baked into the DNA of the entity along the way, and at least I specifically know the Indigenous context, and just to talk about that for a second. So what we're seeing there is, we did these entrepreneurship sessions, had about 400 or 500 people in it, 75% of which were women in these entrepreneurship sessions. And we sort of ranked your priority of what's your priority in starting this business and doing it. And profit was about number 5 on it, which is fascinating because, you know, I want to give back to my community. I want people to be proud of me. I want to reclaim my heritage. Like these things are at the top of, you know. Jeffrey, je vous interromps 2 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'était beaucoup plus de femmes qui avaient ce top 5 dans cet ordre ou par rapport à leur origine autochtone plus? Actually, I would say it's more because of the Indigenous origins, to be honest. We didn't segregate it out male, female, or gender specifically, but although a lot of the innovative things that we're seeing are coming from women in community. So I'll just say that. Yeah, so I don't know if there's a new model, but maybe, you know, we can refurbish the social enterprise a bit as a place where you can make reasonable profit, but do a lot of impact. We're an impact first fund, so we go to impact first, and then we look at the business stuff later. You can do two together. They're not, you know, they can coexist in this space. So. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision, Jeffrey. Marie-Lou, peut-être vous entendre sur d'autres pratiques porteuses d'avenir au-delà de l'entrepreneuriat qui pourraient permettre peut-être de redéfinir le rôle des entreprises. Est-ce qu'il y a particulièrement un élément qui vous inspire actuellement, une pratique dont vous avez entendu parler qui guide peut-être vos actions au sein des Nations Unies actuellement? Alors, c'est vrai que nous, dans le cadre de notre travail, ou dans le cadre de mon travail, je travaille plus avec des grandes entreprises. Alors, à l'opposé de Jeff, j'ai moins d'exemples précis d'innovation sociale ou de beaux projets, par exemple, avec une portée plus nationale. Mais par exemple, un exemple récent auquel je pourrais penser, parce que, bon, là, c'est vrai que dans le cadre de mon travail, un des sujets chauds en ce moment, c'est cette question du salaire décent. Donc, en anglais, on l'appelle le living wage. C'est vraiment une expression qui se différencie du salaire minimum, forcément, parce que bon, la plupart des pays ont un salaire minimum qui est insuffisant. Beaucoup de pays ont un salaire minimum qui est insuffisant pour couvrir les besoins, les besoins principaux des gens. Et donc, cette question du salaire décent, qui est forcément lié à la pauvreté, qui est aussi lié au travail des enfants et au travail forcé. Et donc, ce qui pourrait être perçu comme très innovateur en ce moment, c'est ces grandes entreprises qui s'engagent au paiement de salaires décents dans leur chaîne d'approvisionnement, sachant que ça nécessite je ne dirais pas une réorganisation, mais repenser le rôle des pratiques d'achat, par exemple, pour permettre justement à leurs fournisseurs d'offrir des conditions de travail décents à leurs propres employés. Donc, c'est lié justement à ces principes directeurs et cette approche de diligence raisonnable qui déborde de son champ de pratique ou de son entreprise même et qui s'intéresse aux entreprises, aux pratiques qui influencent
les chaînes d'approvisionnement et les fournisseurs. Donc, c'est, je pense, qui est le plus, je dirais pas innovateur, mais ambitieux en ce moment. C'est ces entreprises qui s'engagent à augmenter les salaires à l'échelle de secteur. Et il y en a quand même voilà, quelques-uns qui ont fait ce pari avec justement des échéanciers relativement courts pour une entreprise de cette ampleur. Je pense par exemple, si ça vous intéresse, à Unilever qui a fait cet engagement il y a 3 ou 4 jours, donc d'offrir ou de permettre le paiement de salaire décent dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale avant 2020. 2020 qui est, pardon, 2030. 2030 qui est, 2030 qui est la date, voilà, pour hier. Quoique c'est un peu pour hier que ça devrait arriver. Mais, j'allais dire ça, oui, effectivement. Oui, 2030 qui est en fait l'agenda des objectifs de développement durable. Donc, les objectifs dont je vous ai parlé un peu avant, l'idée, c'est d'atteindre ces objectifs avant 2030. Donc, il y a quand même un échéancier assez serré. La pandémie ayant forcément remis un petit peu en doute les capacités des pays et des parties prenantes d'atteindre ces objectifs. On voit, par exemple, dans les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail, qu'au niveau, par exemple, du travail des enfants, il y a probablement un recul de 30 ans qui va s'effectuer. Donc, il va y avoir des nouveaux chiffres qui vont être publiés cet été, justement par l'Organisation internationale du travail, mais en fait sur la pauvreté extrême, sur le travail des enfants, sur le travail forcé. Forcément, la pandémie a fait reculer les gains de 30 ans. C'est particulièrement catastrophique, forcément, quand on y pense. Est-ce qu'il y a des régions particulières qu'on devrait regarder où la situation est plus critique ou plus reluisante? Dans les pays du Sud, forcément, mais après, dans tous les pays. Hein, moi, encore une fois, je suis aux États-Unis, donc des gens qui ne mangent pas à leur faim, en ce moment, il y en a des millions. Donc, je pense que la pauvreté, en ce moment, elle est générale, elle est partout. Hein, je suis au Canada aussi, forcément, il y en a partout. Les pays, voilà, je ne sais même plus c'est quoi le terme approprié pour parler sur des pays disons, à l'origine en voie de développement, mais je pense qu'on ne peut plus utiliser ce terme en français. Ont forcément des enjeux majeurs liés à la pauvreté. Les entreprises, les grandes entreprises ont protégé leurs travailleurs, mais ont coupé leur relation avec leurs fournisseurs. Donc, il y a un effet cascade dans les chaînes de valeur. Donc, il y a plein de belles pratiques. Par exemple, les grandes multinationales, on permet le travail de la maison, on permet un équilibre famille-travail, on a gardé les emplois, on a gardé les salaires. Mais par contre, il n'y a plus d'approvisionnement. Donc, forcément, ceux qui payent, ce sont les pays dans lesquels les fournisseurs sont situés. Donc, je pense qu'il y aura quand même une pauvreté très, très chronique ou très centralisée en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans certains pays asiatiques. Mais bon, après, la pauvreté aux États-Unis, elle est aussi impressionnante. Hein. Il y a plus d'un million, les derniers chiffres que j'ai vus, prenez ça avec un grain de sel, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était à 1,5 million ou plus ou moins, mais enfin, une échelle assez importante d'enfants sur New York, on ne parle que de New York, qui dépendent de l'aide alimentaire en ce moment. Et donc, les écoles, nous, de notre côté, les écoles publiques, elles sont toutes fermées. Donc, je ne vous dis pas pour relaxer à l'éducation, mais les écoles publiques, elles sont toutes fermées depuis le mois de mars. Par contre, les parents peuvent quand même aller chercher les repas gratuits à l'école. Donc, voilà, la pauvreté, elle est dans les maisons, elle est partout dans tous les pays. Et il ne faut pas non plus, voilà, il faut faire preuve de beaucoup de... Il faut être très, très... je cherche le mot, mais il ne faut pas être complaisant en se disant que c'est un problème qui ne nous appartient pas parce que franchement, en ce moment, on a peu de chiffres qui nous donnent l'ampleur du problème, mais le problème de l'itinérance, par exemple, le problème de la malnutrition, il a explosé dans tous les pays. Effectivement, mais merci de nous rappeler que cette réalité est tout autre dans les pays dits développés. Peut-être une dernière question pour vous deux avant de passer à la période de questions
nos participants. Jeffrey, est-ce qu'il y a des angles morts de la responsabilité sociale, de l'innovation sociale, de tous ces enjeux et pratiques dont on parle présentement, qu'on ne voit pas? Évidemment, c'est ça la définition d'un angle mort, mais qu'on devrait peut-être beaucoup plus mettre en lumière, selon vous? I mean, there seems to be an ongoing, I think, ethical, moral debate between businesses that are making profits and kind of aligning that with social good. We've talked about it a couple times here, and it's a little bit of a blind spot for in the not-for-profit and charitable sector. It's almost as if it's an evil. And I think that's just too, that opinion is just not developed enough. It's not complex enough to reflect the societies with which we live. So the blind spot that I find here is that, you know, I've worked in not-for-profit and for-profit and public sector, and I've kind of felt all those things. And the one thing that the for-profit sector is extremely good at is innovation and scale. So it's the one thing it supports really well. And I think we need to use that. I mean, I've often, for impact investing, for example, in Canada at least, and specifically in Indigenous communities, and now we invest also in the United States in Indigenous communities, is that we're drinking from the straw of private capital to do public good, to do social good. And we need to be drinking from the fire hose of private capital to do social good. And in order to do that, we need to create vehicles by which, not to make it easier, but the way that we can make sense of the sort of risk and reward side of this equation that does exist. I'm not necessarily advocating that everything's based on a for-profit corporate model, but what I'm saying is the most capital that exists is there. And it's our intent to uplift the marginalized communities through the work we do. We need to draw that capital in. And I think it can be done. I really, really think it can be done. And it's just not done enough. And here's an example of it for you is we created an Indigenous-owned, Indigenous-led financial intermediary with an impact fund. So we knew we'd be the only one in Canada. It was a little bit more surprised when we're the only one on Turtle Island, which is North America, and even more so that we're the only one on the globe. And I had a hard time believing it until I did my own research. But there isn't one, and there should be one in, in New Zealand, in Australia, and South Africa, and Amazonia, and Pacifica, and so we've had a lot of approaches to do what we do in those jurisdictions because it's just patient, well-intentioned capital. So we're blind to a need here. And now we've been approached, at least in Canada, by different communities of color, maybe is the way to put it. People use the term BIPOC. I'm not sure if I like BIPOC as a term yet. I haven't come to terms with whether I like it or not. But especially the Afro-Canadian community has approached us to say, how do you do what you do? Because we need to do it. And I'm like, I can't believe you haven't done this already. Like your population numbers and where it should have happened already. So we're a little bit blind to what is needed in the space from my perspective. And those types of funds fund super innovative community level entrepreneur type companies and enterprises. And I think we need more of it. And I can't stop here. We really need to encourage corporate entities who are sitting on large internal cash reserves and foundations, sorry for all the foundations on the call here, as well sitting on large endowments that are in the stock market and ETFs and things like that. And it's just ridiculous to me. That needs to be put to social good that match their philanthropic purpose. I think people in Canada have heard me say this before, a bit of a broken record on it, but there's a lot of good that can be done if you match your granting to your investing. Ouais. And anyways, one of the potential blind spots I see there. Non, mais tout à fait, et merci de les éclairer pour nous. Marie-Lou, je vais peut-être aller tout de suite dans les questions parce qu'il y en a quand même plusieurs et certaines qui s'adressent directement à vous. Donc, je vais
vous nommez une question, si Rosalie le permet, bien évidemment, parce que je vois l'heure filer et je sais que c'est pratique pour beaucoup de personnes d'assister pendant l'heure du dîner, donc on veut rendre ça efficace pour la majorité également. Donc, Marie-Lou, il y a une question. Est-ce que les gouvernements en font assez pour prioriser les objectifs de développement durable? Quelle serait la prochaine étape? Donc, je vais vous demander aux deux des réponses concises, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile, mais pour nous assurer de répondre à tout le monde, je pense que c'est nécessaire. Enfin, vous vous doutez un peu de la réponse quand même, mais est-ce que les gouvernements en font assez? Non. Enfin, s'ils en faisaient assez, on serait en voie d'atteindre les objectifs, hein. Je pense que même avant COVID, les études montraient qu'en fait, on n'était pas en voie d'atteindre les objectifs de développement durable dans le temps qu'on s'était alloué, donc 2030. Donc, forcément, il y a quand même beaucoup plus qui doit être fait. Et là, c'est vrai qu'un aspect qui, disons, inquiétant, voilà, et peut-être que le vent change aussi avec cette nouvelle administration ici aux États-Unis, mais il y a quand même eu, dans les dernières années, un changement vers les pays qui se repliaient sur eux-mêmes, avec des objectifs très nationaux, un éloignement de la coopération ou de la collaboration internationales qui sont absolument et complètement nécessaires pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, il n'y a d'aucune façon, aucun pays ne peut atteindre ces objectifs tout seul. Donc, c'est vraiment sur la base d'une coopération. Donc, forcément, espérant que le vent tourne et que cette coopération s'intensifie ou s'améliore pour permettre l'atteinte des objectifs. L'autre point aussi, c'est que maintenant, avec la pandémie, ces questions de développement durable doivent être au cœur de la stratégie de guérison, en fait. Désolée, c'est une traduction un peu littérale, mais cette idée d'atteindre les objectifs doit être centrale, finalement, à la recovery après COVID. Et donc, il y a, je pense, je dirais des indices qui nous montrent que certaines grandes administrations s'en vont vers cette voie. Donc, voilà, un intérêt renouvelé, par exemple, pour les accords de Paris est un exemple précis, mais je pense qu'il y a quand même, il va y avoir un effort concerté qui, pour l'instant, peut-être est un peu manquant sur la scène internationale. Oui, tout à fait. Une question qu'on a reçue par Eventbrite, d'ailleurs, merci à vous, participants et participantes qui nous avaient soumis, ces questions-là. Jeffrey, vous en avez parlé un petit peu par rapport à la portée générationnelle dans 20-25 ans. Comment est-ce qu'on calcule la portée des initiatives d'impact social? Donc, on a une personne qui voudrait savoir comment concrètement on peut calculer tout ça. Calculate's an interesting word. I mean, impact measurement is really, it is one of the most complex components of doing this sort of work. And I mean, there is a couple of international movements. The international project, led out of the UK, is doing great works. And on the investment side, there's something called IRIS Plus through the GIN network. And it's difficult. And the reason it's difficult is no one wants to pay for it, really. Happy to kind of put that in there and to expect small to medium-sized businesses and even large businesses to kind of just measure their own impact, out of their own altruism is probably not a great expectation. So we need to drive them there. I think the finance space, which hasn't been great in this, to be honest, really has a good role to play on two fronts. One is most businesses require investment, either debt or equity capital, and the investors can hold people to account for metrics. And we're seeing a little bit of a movement through Larry Fink at BlackRock and others who are putting into their investment memos to all the companies that they have about,
you're now going to need to measure yourself against a net zero economy. And that's going to change the game. So that's one way to change it. And the other side, I think, is a big role, which we haven't got to yet, is insurance, the insurance industry and the role that it plays. And it's particularly important for climate change and other areas. So through these big, large component parts of the economy, as they start to drive through the international system down into it, there's ways to measure over time. The longitudinal measurement is really important. And there's a couple initiatives at play now to look at that. We ourselves are doing, I mean, most funds are 10-year funds. You're getting at least a 10-year glimpse into a lot of these things. And you can do them a little bit longer too, with some forethought. We're actually going to build a kind of permanent impact unit within Raven, the Raven Group, because we do other social finance initiatives to look at it over time. And we have a responsibility back to our communities in the Indigenous space. Our communities will hold us to account and will give us the elders will give us a really, really hard time if we can account for what we've done with this fund, which is why we're so desperate to not fail, because we don't want to change the system. There is a way to do it. And I think it comes through how money comes in, how the insurance industry comes in, how governments grant and put their money in. And unfortunately, I agree with Mary Lou, not unfortunate that I agree, but unfortunately I agree with the point that governments are not doing enough under SDGs, which is a long-term measurement technique on its own, and needs to do much more on the capacity building side on each of those specific. And we measure ourselves against the SDGs as well, as a framework for looking at it. Une autre question, Jeffrey, pendant que je vous ai. Réponse courte, reminder, everyone. On a une question, par contre, cette question est longue. C'est une question directement dans le chat de Marie-Ève. Merci. Jeffrey, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises culturelles? Donc, je vais prendre pour acquis qu'on s'adresse à des entreprises gérées par des personnes issues de communautés culturelles, probablement à des personnes autochtones, qui se sont engagées à revoir leur modèle d'affaires dans le sens de cet engagement social. Donc, la personne indique que, sachant que c'est un domaine très précaire et tributaire, la plupart du temps subviennent grâce à des subventions gouvernementales. Donc, est-ce qu'il y a une façon de faire pour que ces entreprises gérées par des personnes autochtones, si je peux résumer ainsi, pour qu'elles changent un peu leur modèle d'affaires pour être moins dépendantes peut-être de subventions gouvernementales? Yeah, I think we have to make a quick distinction between not-for-profit and for-profit enterprises and charitable enterprises. They operate differently. We've seen a movement, because charitable dollars have evaporated out of the system over the pandemic, towards charities and not-for-profits looking for different revenue streams. And that's a little bit of a different animal in how that works. There are some culturally based businesses that are for-profit. There's one that we're having discussions with. It's up in the Yukon. No, it's up in Nunavut. That uses traditional methods of whale blubber to make soaps, which are really great for your skin. Okay, but it's natural products from the sea, and it's set up now as a typical business model. It's probably better operated as a much more communally owned one. But community-owned ones are complicated to manage as well. So it's a balancing act about what you need. And also it's a time in the development of the company. At certain times, it's good to be a sole proprietor, then to have a board, have shares. And then at a different time, it's different. One of the businesses, when it reaches a certain stage, has asked, how do we sell this back to the community? We've made profit, we've done well, we want to go do other things now. How do we give our business back to the community? So we're seeing a lot of these really, really interesting discussions about how you do this in the space. Donc, de le faire en phase, donc peut-être de le commencer d'une façon collective pour après aller générer des profits peut-être ou l'inverse ou vice-versa. Donc, peut-être c'est un modèle à suivre. Dernière question dans la zone chat de Zoom avant de poursuivre avec les questions soumises par Eventbrite. C'est une question pour Marie-Lou. Que fait l'ONU sur le non-respect des droits de l'homme dans de nombreux pays dits en voie de développement? Merci, Mouhamadou, pour la question. C'est une question assez large, en fait, mais enfin, peut-être bon de rappeler quels sont les objectifs de l'ONU. En fait, c'est une excellente question, hein, mais c'est vrai que les dynamiques
qui sont liées à l'ONU et à la mission de l'ONU, à le rôle de l'ONU et à sa capacité d'agir dans des cas très particuliers dans certains pays. Voilà, il y a des cours d'une semaine sur, sur la dynamique internationale et la coopération internationale. Mais bon, c'est vrai que, par exemple, si on retourne aux objectifs de l'ONU, qui a été créé dans sa forme actuelle après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un organe de maintien de la paix, avec cette idée que les pays ont un rôle de représentation et se voient offert un lieu où ils peuvent échanger sur les problèmes collectifs, en espérant que voilà, la pression par les pairs, la diplomatie internationale, les alliances qui peuvent se faire en pays, hein, c'est un peu la dynamique de l'ONU, peut faire avancer certains agendas. Mais l'ONU a aussi forcément des limitations quant à son rôle et à sa capacité d'agir dans certains problèmes ou voilà, dans certains cas de violation forcément des droits de l'homme. C'est aussi le rôle de l'ONU, c'est aussi d'offrir un cadre normatif international dans lequel les pays peuvent se représenter, avoir une base acceptée par tous, mais revient à chacun des pays de traduire ce cadre normatif dans leur législation nationale. Donc après, il y a quand même aussi des spécificités ou voilà, des mauvaises, je ne dirais pas mauvaises intentions, mais des envies différentes de certains pays de comprendre, de traduire ou d'adapter ces normes dans leur législation nationale. Donc, c'est un peu, voilà, il y a toujours une réponse complètement insatisfaisante à cette question. Quel est le rôle de l'ONU et qu'est-ce que l'ONU peut faire? C'est jamais satisfaisant ce qu'on peut dire sur le rôle de l'ONU, mais sachant que son rôle voilà, n'est pas un rôle punitif dans la majorité des cas, bien que forcément, il y a aussi le Tribunal international du travail, il y a quand même des situations, des cas où il peut y avoir vraiment une réponse plus satisfaisante à une violation massive des droits de l'homme, par exemple. La mission, elle est plutôt dans un contexte de coopération internationale, de création de normes acceptables par tous et de travail en collaboration pour atteindre des objectifs communs. Merci Marie-Lou pour une question difficile. Une question difficile, effectivement. Dans les 15 dernières minutes qui nous restent pour cette activité, on a deux questions et c'est deux questions qui vont, deux questions de fond. Mais surtout des questions sur le futur, j'ai envie de dire, qui nous ont été posées par Eventbrite. Donc, la première, je vais aller pour la réponse de Jeffrey en premier. Est-ce que le modèle des entreprises privées à but lucratif, donc je pense que Jeffrey, vous en avez parlé beaucoup sur la nuance à faire entre les deux surtout, peuvent réellement favoriser une transformation profonde de notre société? Well, I think they've already changed our society profoundly, for better or for ill. So I think the short answer is yes. And we've seen situations now at local and regional levels where the private model and what people are doing with that corporate model are making a real difference. So my short answer is yes. And there's tons of examples of even big corporations that are doing really good things. I think Marie-Lou pointed out a few. So the answer is yes. C'est important de le garder en tête. Marie-Lou, rapidement, votre réponse? Je ne sais pas si je peux ajouter beaucoup à cette question. Voilà, oui. J'ai rien de particulier. Je pense que Jeff a très bien répondu à la question. Alors, on va aller à la deuxième question. Est-ce qu'il faut déconstruire les principes mêmes de l'économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui pour la rendre réellement sociale? Marie-Lou? Est-ce qu'il faut déconstruire l'entreprise d'aujourd'hui pour la rendre plus sociale? Les principes Déconstruire, je ne dirais pas déconstruire. Enfin, l'entreprise, par définition, disons, un des rôles principaux de l'entreprise, par définition, de faire du profit et forcément d'être
prospèrent. C'est un peu, voilà, il y a quand même une responsabilité par rapport à ceux qui investissent, aux employés aussi. Hein. Je pense qu'on parle beaucoup de le respect des droits du travail, par exemple, qui est un aspect très important, mais l'entreprise a aussi, d'une certaine façon, la responsabilité d'être suffisamment prospère pour pouvoir offrir des conditions décentes à ses employés. Donc, le but principal d'une entreprise, forcément, c'est de faire de l'argent. De la plupart des entreprises. Après, il y a aussi d'autres types d'entreprises qui ont un but plus social, mais disons l'entreprise classique, son objectif principal, c'est forcément de prospérer financièrement. Après, ce n'est pas à n'importe quel prix. Et cette prospérité ou cette croissance économique doit se faire dans le respect des travailleurs, dans le respect de l'environnement et dans le respect des communautés dans lesquelles les entreprises se développent. Et je pense qu'il y a quand même une grande opportunité pour les entreprises de justement investir de façon plus importante et plus intelligente dans les communautés dans lesquelles elles investissent, sachant que forcément ces communautés, au-delà de simplement les travailleurs, hein, mais je pense toute entreprise minière c'est qu'il y a un besoin vrai pour prospérer, pour avoir du succès, il faut forcément investir massivement dans les communautés et celles qui le réussissent le mieux sont sérieusement celles qui réussissent à donner les meilleurs résultats, les meilleures conditions pour ces communautés. L'entreprise a tout à gagner à avoir une infrastructure qui fonctionne bien, à avoir un système d'éducation auquel ses employés ont accès, à avoir un système de santé auquel justement ses employés ont accès. Donc, il y a vraiment ce besoin d'investir massivement dans les pays dans lesquels les entreprises investissent et les communautés. Et donc, est-ce qu'on a besoin de déconstruire? Pas nécessairement, mais certainement de replacer ce besoin de construire ensemble au sein même de la stratégie d'affaires. C'est un peu simpliste, mais je pense qu'il y a plein de stratégies pour rendre ça possible. Mais disons, l'idée principale, c'est que la stratégie principale de l'entreprise, c'est de faire de l'argent, mais c'est aussi de le faire dans un contexte de respect et de prospérité partagée. Ça fait. Jeffrey, est-ce qu'il faut déconstruire l'économie pour la rendre plus sociale? Deconstruct business, deconstruct economy, different questions. Just to follow Mary Lou, deconstruct probably the wrong word, but there are ways to influence. You can make profit, but use it in a different way. A quick analogy, when you're setting up Raven, I had a conversation with a wide variety of elders as we consulted about setting up our business. And what they said is, in most of our communities, the idea of hoarding wealth is a sign of mental illness. Mm-hmm. Wealth is designed to be given away. So often the poorest people in the communities were the chiefs and that's why you have potlatch and other sort of ceremonies that's designed to give away. Mm-hmm. So I think businesses can exist in a different way, and there are different ways to do it, as Mary Lou pointed out, in terms of its purpose and intent. Those that do well tend to really be focused on the community. In fact, I think it's become a competitive advantage for businesses to do that. And the other thing that we should look hard at is fiduciary duty on boards and the fiduciary of shareholders. Mm-hmm. There's a way to have a significant amount of influence on the outcome of what a company does. Ouais. Par rapport à ça, Jeffrey, je vous garde pour la dernière question, vu l'heure, sur cette responsabilité des actionnaires, etc. Comment est-ce qu'on peut inciter, je suis en train de lire la question qui provient de Zoom, inciter, convaincre le secteur des affaires de mettre les bouchées doubles, donc vraiment de faire encore plus d'efforts pour contrer les effets des changements climatiques et bâtir la résilience des communautés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pression, en guillemets, sur le milieu des affaires pour arriver à cet objectif? Yeah, I think it's just casting that their work in climate change is in their own best interests. So let's think of them as a corporation that wants to make a profit, wants to continue, wants to do well. And seeing climate change as a significant risk. I mean, this was coming out of the UN, it was coming out of
It's Mark Carney's shtick. It's others who are in this space working on it. But the biggest change that I've seen is actually from the big investment funds, and particularly the big insurance companies and the reinsurance companies, who are saying, if you're not taking into account of that, you're putting your business at risk. And so what you saw Shell, BP and Shell, both in their corporate reports 2 or 3 years ago, got a bit hammered because they didn't properly account for climate risk. And that's how you force those businesses, that when they see it's not in their business advantage to ignore it, then they start working into that space a bit more. Donc, c'est de faire valoir que qu'ils font aussi partie de la solution et que c'est dans leurs intérêts. Merci à vous deux, surtout pour l'accélération au niveau des réponses aux questions qu'on vous a posées pour nous permettre de terminer ce panel à 13h30 comme prévu. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Merci de m'avoir permis d'échanger avec nos panélistes invités à l'international, mais aussi en dehors du Québec aussi. Donc, un peu en dehors de nos frontières québécoises, avec Jeffrey Cyr, associé chez Raven Capital Indigenous Partners, qui est une entreprise d'impact social autochtone, et aussi avec Marie-Lou Dupont, en direct de New York, qui est gestionnaire principal sur le travail décent et le développement durable au sein du Pacte mondial des Nations unies. Mon nom est Déborah Cherenfant et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce midi-ish et au plaisir de vous retrouver. Je laisse la parole probablement à Aude ou Rosalie. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous trois. Thank you so much, Jeff and Marie-Lou and Déborah. C'était une conversation intéressante. On a vu, il y avait beaucoup de richesses et on aurait pu continuer à sous-traiter différents sujets qui ont été abordés. Mais ça fait partie de la vision de possible de dire, bien, on débute des conversations. Donc, on espère que pour l'audience, ça a été intéressant. On espère que les panélistes ont aussi trouvé l'expérience intéressante. Donc, on a eu la question plutôt, est-ce que les gens auraient accès à l'enregistrement? Oui. Disons, d'ici quelques jours, juste le temps de préparer le tout, ça va être mis en ligne. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux de la Fondation et de l'Esplanade. Il y aura des liens, mais aussi, j'ai mis dans le chat là, un lien vers notre site web vers lequel vous pourrez passer. Donc, thank you again, everyone. It was really, really interesting. And we are very happy to see that many people came and stayed for a long time with us. So, see you soon. On vous donne rendez-vous pour la dernière conférence de possible au printemps, début de l'été. Là, on vous transmet les informations dès qu'elles seront disponibles. Merci tout le monde. Prenez soin de vous.